Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce second Facebook Live en direct de la médiathèque La Navette à Elbeuf. Aujourd'hui, nous allons parler urbanisme et de l'importance pour une ville et ses habitants de se reconstruire de manière cohérente, avec modernité, tout en s'adaptant un peu aux évolutions de la société. Alors, pour aborder cette question, ce sujet, aux côtés du maire d'Elbeuf, donc Djoudé Merabé. Bonjour Djoudé. Bonjour. L'un des fondateurs de la friche, Lucien, un lieu que vous connaissez peut-être, Arthur Chaplet. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, la spécificité des lives, c'est bien sûr que vous pouvez réagir, commenter en direct. Donc, on vous invite à le faire. On y reviendra tout au long de ce live en fonction de vos réactions. Une première question, peut-être sur la ville d'Elbeuf. Cette ville bénéficie, voilà, de par l'histoire, d'un patrimoine industriel important. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de garder, de valoriser plutôt que détruire ce patrimoine? Une ambition, une vision pour sa ville. La première grande ambition a eu lieu dans les années 80 où effectivement dans ce quartier Blain, le choix a été fait par l'équipe municipale de l'époque de reconvertir l'usine Blain et Blain où la navette est actuellement et où nous sommes actuellement. C'était un projet qui était assez précurseur à l'époque d'avoir l'ambition collective de retransformer, de requalifier en logement et en commerce une usine qui était tombée dans l'oubli, dans la mémoire des Elbeviens, elle était restée très très présente. Et effectivement, l'usage des bâtiments a été complètement repensé. Aujourd'hui, on en a les traces très concrètes de cette ambition dans la navette où nous sommes aujourd'hui pour le live. Et ensuite, ça a été une spécificité pour la ville d'Elbeuf de valoriser les friches industrielles et de considérer que ces briques, ces murs sont aussi des éléments importants du patrimoine industriel, que cette histoire ouvrière sur la ville pouvait donner naissance à des logements de qualité et des équipements de qualité. Donc c'est vraiment un long cheminement et aujourd'hui nous essayons de perpétuer cette ambition parce que le dossier n'est pas fermé, il reste encore, j'y reviendrai, des sujets importants à traiter. Nous avons inauguré très récemment une nouvelle manufacture réhabilitée en logement avec un partenaire. Effectivement, c'est important de s'ancrer à un moment donné dans l'identité de sa ville. On le voit bien souvent, hein, c'est l'histoire du patrimoine industriel et ces grands bâtiments en briques rouges. Hein, vous évoquiez les briques. C'est vrai que ça fait penser aux briques rouges. On en voit un petit peu quelques-unes derrière nous. Il y a ce patrimoine industriel, mais ça ne compose pas la totalité du patrimoine elbeuvien. Qu'en est-il des autres quartiers où on n'a pas ce patrimoine industriel? Alors, sur Elbeuf, pour revenir sur le patrimoine industriel et ces briques rouges, ces 6 usines qui sont inscrites ou classées. Donc c'est vrai que cette ambition était forte et on en a le résultat aujourd'hui. Mais nous avons aussi travaillé sur des endroits de la ville où il n'y avait pas de patrimoine industriel. Le quartier du Puchot, le quartier du Parc Saint-Cyr par exemple, le choix était un peu différent. Pour le quartier du Parc Saint-Cyr, qui est un quartier qui a été réhabilité depuis de longues années, mais la dernière habitation depuis 5 ans maintenant, nous avons voulu travailler avec l'espace naturel. Un quartier en bordure de forêt, avec une accessibilité directe au massif forestier. Donc, le travail en lien avec la ville et l'architecte a été justement de sublimer cette forêt et d'intégrer des villas forestières. Parce que là, on parle vraiment de villas forestières. Il y a vraiment un lien très, très fort entre le bâti et l'espace naturel. Ce lien entre le patrimoine en dur et ce patrimoine naturel. Le patrimoine, c'est les deux. Sur le quartier du Puchot, c'était un peu différent là aussi. Il y avait quelques usines drapières. On en voit encore les restes sur une cheminée qui a été conservée et éliminée pour justement laisser une trace de cette histoire industrielle. Mais là, l'idée a été de faire ressortir le cours d'eau du Puchot, qui a fortement contribué à l'activité textile drapière de la ville et à l'histoire de cette ville. Donc on s'adapte aussi à l'environnement où l'on porte les projets. Oui, on arrive peut-être plus facilement à s'attacher à un endroit qui n'a pas été dénaturalisé, où on a gardé ce pendant d'histoire. C'est important de se dire à un moment donné, on part de ce qui existe
pour le transformer, l'améliorer plutôt que de faire table rase? Il y en a qui font ce choix, ça n'a pas été le choix de la ville d'Elbeuf? Non, là on a vraiment un travail très très méticuleux parce que ce sont des projets complexes techniquement pour les architectes, pour les entreprises qui travaillent, mais à chaque fois on regarde l'opportunité ou pas. Donc c'est important, on a un label, on porte un label Ville d'Art et d'Histoire, et ce label, il faut le respecter, mais vraiment on s'adapte à l'environnement. Je parlais du quartier du Puchot, quartier du Parc Saint-Cyr, je pourrais parler du quartier du Buquet, où là aussi, en limite de forêt, on est dans un espace un peu plus naturel, donc on a fait le choix aussi de travailler, d'être en rapport direct avec cet espace naturel. Des sentiers de randonnée qui démarrent du quartier du Buquet existent. On a les vestiges d'une ancienne villa gallo-romaine qu'on a complètement réhabilitée pour la rendre beaucoup plus attractive et amener les gens du cœur de ville vers ce quartier à travers les sentiers de randonnée. Donc on s'adapte vraiment au périmètre d'intervention communale. C'est vraiment un choix politique fort, techniquement plus compliqué, hein, financièrement aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être plus simple de raser et de repartir et de faire table rase du passé et de poser quelque chose de nouveau que de partir de ce qui existe. Ça demande peut-être plus de coûts ou en termes de... Ah oui, bien sûr, très, très clairement. Là, on essaie vraiment de travailler avec l'existant quand il mérite d'être conservé. Et c'est ce qui fait aussi la différenciation de la ville d'Elbeuf avec d'autres communes, c'est que ce patrimoine industriel, nous, on lui redonne vie avec un autre usage. Je vais me tourner vers vous, Arthur. Vous êtes l'un des fondateurs donc, de la friche Lucien, mais là c'est vers le citoyen que je vais me tourner. Comment vous percevez ces réhabilitations? Alors ça doit toucher puisque vous êtes architecte, je crois, de formation. Pas encore, mais pas encore. Bientôt. En formation, en cours. Mais comment vous percevez ces réhabilitations? Ça dépend vraiment desquels en fait. Avec mon œil, on va dire que c'est plus la valeur architecturale du bâtiment, moi, qui va me donner une importance à celui-ci sur sa conservation ou non-conservation. Il y a des très beaux bâtiments industriels, mais qui n'ont pas forcément leur place dans le dynamisme d'une ville aussi derrière. Donc, voilà, après, j'ai jamais construit, moi je suis encore qu'étudiant, mais c'est vrai que là-dessus, c'est compliqué. Et puis, alors, ça a été aussi une très grande mode, le bâtiment industriel. Alors, il y a eu un engouement qui a été fait sur on réhabilite, ce qui est très bien là-dessus. Mais on va arriver au final à ce petit moment de déclic où justement le patrimoine industriel, il ne va plus y en avoir vraiment beaucoup à réhabiliter, et on va arriver plus vers le patrimoine de reconstruction, et donc ça va être encore d'autres notions à aborder justement, qu'est-ce qu'on en fait, parce que bon, alors chacun a son opinion là-dessus, c'est beau, c'est pas beau, voilà, mais c'est vrai que c'est techniquement et esthétiquement quelque chose de très différent. On est sur du béton armé, de reconstruction assez classique, contre de la brique qui a un esthétisme un peu plus fort peut-être. Donc voilà. C'est ce que vous disiez, monsieur le maire. On a vraiment, est-ce qu'il y a un besoin à un moment donné de garder, de préserver, on évalue, et si, entre guillemets, ça vaut le coup, et si le projet est intéressant, on peut le faire. Justement, une fois qu'on a identifié ces lieux, ces bâtiments, où on se dit, c'est bon, ici on va pouvoir faire quelque chose, comment on décide le projet de réhabilitation? Qu'est-ce qu'on va y mettre et comment ça se décide? Il faut d'abord que ça réponde à un besoin des habitants. Les projets qu'on porte doivent répondre à une attente et à un besoin des habitants. Ça, c'est le premier point. Donc, on regarde effectivement quel équipement de service public ou pas, si on a des partenariats privés, parce que ça peut se faire, il manque sur la ville. Ensuite, on essaie de travailler avec les meilleures équipes, bien évidemment, pour nous aider à construire et à réfléchir et à mettre en place le projet. Et c'est vrai que à chaque fois, on essaie vraiment de regarder ce qui va le mieux servir la population. Et je reviens sur ce que j'évoquais précédemment, c'est qu'on regarde l'environnement où on est. C'est-à-dire qu'on ne pense pas le projet seul. Le projet, on le pense à la lumière de ce qu'il peut y avoir tout autour. Donc on réadapte, on adapte à chaque fois le projet en fonction de l'environnement local. Oui, ça demande un petit peu d'investissement, d'énergie, de se re-questionner et de se dire de quoi les habitants ont besoin, comment on peut les servir au mieux, comment on peut réhabiliter ce bâtiment. Il y a un fort lien entre l'urbanisme, c'est-à-dire ce qui est de la réhabilitation des logements qui nous préoccupe aujourd'hui, et les habitants et la vie des habitants et du quartier en fait. L'exemple où on est le montre ici à la Navette, la médiathèque. On s'est dit comment on reconstruit, on donne une nouvelle vie à cet équipement public.
au regard des besoins actuels. Donc, les espaces sont beaucoup plus confortables. On a des connexions Wi-Fi parce qu'il fallait absolument que les jeunes puissent avoir un accès, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, puissent avoir un accès simplifié. On a une salle de conférence, on a un patio ouvert aux initiatives des habitants. On avait déjà tenté d'identifier ce qu'on appelle un tiers-lieu, où on donne un nouvel usage et on se permet d'offrir aux habitants, aux associations, un usage un peu différent. Voilà, donc on casse des codes et on l'assume, et on permet vraiment de donner un nouvel usage aux équipements. La navette a été pensée comme ça. Ouais, c'est important de citer les équipements qu'on a pu mettre à disposition. Ça s'est réfléchi, on l'a mis au profit des habitants du quartier. Vous avez évoqué le mot de tiers-lieu, c'est ce qui peut caractériser la Friche Lucien, dont vous êtes l'un des fondateurs. Avant de rentrer dans l'activité pure de la Friche Lucien, est-ce qu'on peut donner une définition à ce qu'est un tiers-lieu? C'est assez compliqué, il n'y a pas vraiment de définition en fait. C'est un lieu où on fait un peu ce qu'on a envie, c'est un peu ça, mais qui va mêler en fait différentes activités, où c'est pas juste une fonction qui est établie comme sur un programme de réhabilitation, on va dire assez classique. Je sais pas, une école, c'est une école. Voilà, et un logement, c'est un logement. C'est ça. Là, c'est vraiment un lieu, on lui donne des espaces, la fonction peut un jour être quelque chose, le lendemain changer, justement avoir une notion de réversibilité qui est assez importante, d'activité aussi, d'activité qu'on va te donner à faire sur le site pour les gens, justement. Alors, public-privé, ça c'est la grande question aussi. Ça c'est des questions plus politiques. Moi je rentre pas forcément là-dedans, mais ouais, c'est assez compliqué à définir. Est-ce qu'il y a des grandes thématiques justement dans ces tiers-lieux, des grands secteurs d'activité qu'on va retrouver? On parle de la médiathèque comme étant un tiers-lieu, on peut le définir comme un tiers-lieu culturel. Est-ce qu'il y a des thématiques qui ressortent comme celle-ci sur des tiers-lieux? Oui, il y en a beaucoup. Alors c'est souvent des thématiques au final culturelles, solidaires, environnementales, qui sont remis un peu en cause. Donc, alors, c'est pas Darwin, justement, à Bordeaux, qui traite pas mal ces activités-là quand même, la Cité Fertile à Paris. Après, il y en a certaines qui vont créer aussi leur propre activité. Il y a la Friche Gourmande à Lille, où là, donc, c'est spécialement autour de la street food. Donc, alors oui, il y a des terrains de pétanque, il y a plein d'autres choses, mais c'est principalement tourné autour de la nourriture. Oui, mais l'exemple que vous citez est assez parlant. On parle d'une cantine, ou du moins de faire de la street food, peut-être qu'on peut faire du foot en même temps, c'est possible. En tout cas, on fait de la pétanque. C'est ce qui est quand même plutôt c'est exactement le but. C'est un peu en fait donner des espaces de ville, enfin c'est un peu comme une ville. On va trouver plein d'activités, mais les concentrer au final dans un seul lieu pour donner une attractivité un peu plus forte aussi à un endroit un peu oublié, un espace où il faut lui donner une importance. Et justement, vous avez fondé, pas tout seul, mais la Friche Lucien. Est-ce que vous pouvez présenter ce projet de tiers-lieu donc? Ouais, alors nous on a commencé en fait à exploiter un site SNCF, donc SNCF Immobilier, qui est l'ancienne gare de la Cernam, aujourd'hui le site SNCF Saint-Sever, qui est censé accueillir en fait la future gare TGV de Rouen, le jour où elle arrivera. Donc on a commencé en fait par exploiter le lieu de façon un peu peut-être innocente, en créant un festival qui s'appelait Parenthèse, donc c'était que le samedi. Alors c'était dédié à la culture, mais basé sur la musique électronique principalement. Alors il y avait des expositions, il y avait plein d'autres choses qui se passaient, des cours de yoga et plein d'autres, mais donc c'était seulement quelques samedis, en général 3-4 semaines d'affilée. Puis ça a un peu évolué, on en a fait 4 éditions, et puis après on a eu un peu le marre de construire pour déconstruire un peu trop rapidement pour très peu d'exploitation. Donc on en est arrivé à ce constat-là que en fait il fallait l'exploiter un peu plus pleinement, et ça nous permettait aussi de produire plus d'activités, ce qu'on n'arrivait pas forcément à faire sur les 4 samedis où les installations étaient pas bancales mais un petit peu encore en transition. Donc là ça nous a permis d'avoir des installations plus fixes qui pouvaient accueillir beaucoup plus d'activités. Donc sur ce site qui fait maintenant 4000 m², où on a commencé la première année qu'on faisait 1000. Et vous êtes situé où actuellement? Alors c'est Place Carnot, à Rouen-Rive-Gauche, donc au pied de la tour des Archives. Très bien. Effectivement, c'était important de border un petit peu cette notion de tiers-lieu. Vous le disiez, à un moment donné, vous avez éprouvé des limites par rapport à vos activités, le développement, et il fallait un lieu plus fixe, plus grand, qui permette une polyvalence de différentes activités. Je voulais revenir vers vous, monsieur le maire. On a un projet autour du quartier République qui est en cours de réflexion. Quelles orientations
ce projet à l'heure d'aujourd'hui? C'est un projet assez ambitieux de reconquête du périmètre qu'on a nommé République. Donc l'idée première, c'est de désenclaver la place de la République avec une percée très généreuse entre la rue de la République et la place de la République pour créer un lien et rendre le quartier, la marchabilité dans le quartier beaucoup plus souple et apaisée, comme pour les piétons. Et dans ce périmètre, on s'oriente, on a des confirmations des financeurs et du collectif, parce qu'on est aussi un collectif d'élus et de partenaires privés qui travaillent sur le sujet, vers une requalification en logement social et en logement en accession à la propriété. On a lancé une étude d'opportunité pour savoir vers quoi on allait se diriger en termes d'équipement public, et on va s'orienter sur un espace de coworking, tiers-lieu, avec effectivement une notion encore à retravailler. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace associatif, un espace de coworking, peut-être un restaurant solidaire, vraiment dans un périmètre assez large. Donc on s'oriente vers cette idée de tiers-lieu. Oui. Voilà. D'espace collectif pensé à plusieurs et qui répondrait à plusieurs besoins des habitants, des associations. Oui, c'est intéressant, on est sur un espace collectif un peu polyvalent, et j'entendais le terme, et en fait peut-être qu'on a trouvé un début de définition au tiers-lieu. Est-ce qu'un tiers-lieu, ça ne sert pas à créer du lien justement entre les personnes? Si, complètement. Ouais. Nous, l'objectif en fait, c'était d'avoir un lieu gratuit où justement tout le monde peut venir, où venir regarder un concert gratuitement. Alors que moi, des salles de concert, on sait très bien, ça a quand même un coût financier pour payer une place. Bien sûr. Mais ce qui est normal en même temps, parce que des artistes, nous, on a cette chance qu'on arrive justement, alors on n'en vit pas, tout le monde est bénévole chez nous, mais on arrive justement avec les coûts à faire venir des gens pour avoir des concerts que les gens puissent venir voir gratuitement. Donc c'est vrai qu'en final, ce lien, il se fait là-dedans, parce qu'on arrive à confronter plusieurs types de populations, plusieurs générations aussi qui viennent sur le site. Donc des fois, on a réussi au mieux à avoir quelques générations de la même famille en même temps. C'était une première, on n'en a pas eu de deuxième pour l'instant. Mais voilà, non, c'est vrai que créer du lien, c'est une bonne définition. Enfin, ça fait partie de la définition. C'est un point de départ, en tout cas, sur un tiers-lieu, on va chercher à créer du lien. C'est l'idée du projet qu'on a réfléchi, parce qu'on veut une dimension associative, on est aussi ouvert à une dimension privée, on veut de la culture, mais on veut aussi du développement économique. Donc on va réhabiliter certaines cases commerciales, on va aussi réfléchir à des espaces de télétravail, pour que chacun et chacune puisse venir travailler 2 heures, travailler une journée, 3 mois, en fonction aussi des besoins. Et on voit bien que le monde bouge, le monde évolue, et on a des usages des espaces publics ou des espaces privés complètement différents. Et moi, je veux accompagner cette dimension parce qu'elle est importante. On a la chance d'avoir sur la ville un IUT, une antenne de l'Université de Rouen sur Elbeuf, qui forme des étudiants au métier des nouvelles technologies. Donc il faut qu'on accompagne cette dimension-là. Et dans cet espace, on s'oriente vraiment vers quelque chose d'assez mixte entre du développement économique, du commerce, du logement, de la culture, de la solidarité. Voilà. On veut vraiment réfléchir à une vocation assez mixte de ce grand projet urbain, parce que ça va prendre du temps. C'est un projet vraiment à long terme et qui va fortement transformer l'identité du quartier. On a des éléments du patrimoine à préserver dans cet espace. Donc on travaille là aussi avec l'architecte des bâtiments de France pour qu'on ait un projet d'avenir, mais qui respecte l'histoire de la ville. C'est une chance également de se dire à un moment donné on exploite le patrimoine qui existe, on le réhabilite pour recréer du lien, et en proposant une activité un petit peu polyvalente, multiple. On aurait dit ça peut-être il y a quelques années, on se serait dit mais non, personne ne va s'y retrouver, personne ne va venir, puisqu'en fait ce lieu n'a pas d'étiquette. On disait une école c'est une école, et au final on arrive quand même à s'y retrouver. Vous êtes dans un tiers-lieu au quotidien, comment est-ce que vous sentez de l'engouement de la part des personnes? Et d'ailleurs, si vous nous regardez, n'hésitez pas à nous dire si jamais vous avez déjà fréquenté des tiers-lieux, si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous le dire, ou si d'ailleurs vous êtes déjà venu à la friche Lucien, n'hésitez pas à nous le dire aussi.
Oui, complètement. Enfin, nous, en tant que citoyens donc, de Rouen, on avait ce constat-là. C'est une ville qui est un petit peu enclavée, enfin, où c'est plein de petites villes qui viennent s'emboîter justement, et c'est vrai qu'on n'a pas vite fait le tour, mais presque en quelque sorte. Moi, ça fait 6 ans, maintenant bientôt 7 que j'y habite. Donc bon, on a fait le tour des bars, on a fait le tour des concerts, enfin, des salles de concert, des différentes expositions qui s'y font. Et à un moment, en fait, toutes les personnes avec qui on côtoyait, on a tous un peu le même constat. En fait, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a eu des super trucs qui ont été faits, la réhabilitation des kebabs rive gauche, justement, où c'est devenu un lieu de vie un peu justement sur le même principe, mais en espace public vraiment à 100%. Et en préservant également l'identité du lieu que sont les quais. On va pas s'amuser à mettre quelque chose qui est totalement différent. C'est ça, et justement c'est un peu le même principe mais en complètement public, où là il y a les terrains de pétanque, on peut prendre l'apéro, on peut venir juste pique-niquer le dimanche, il y a quelques food trucks de temps en temps, il y a une espèce de petite salle de sport à ciel ouvert, et ainsi de suite. Une très belle réhabilitation d'ailleurs, mais ça change du sujet. Et c'est vrai qu'on voit cet engouement chez les gens, en fait, d'avoir un lieu justement où on peut juste venir flâner et quand même profiter de certaines activités un petit peu différentes de celles qu'on va trouver dans un petit parc public, mis à part lire son bouquin. C'est vrai qu'on peut des fois un peu s'ennuyer, on va dire. Oui, bien sûr. En tout même cas, si la nature, c'est super. Bien sûr, mais des fois on a envie de passer de l'un à l'autre, de ces différentes activités ou simplement flâner. On le voyait ici à la médiathèque juste avant de commencer ce live. Voilà, on avait des personnes qui étaient là et juste présentes sur le lieu, justement pour profiter en fait de l'espace, qui est un très bel endroit, hein, bien sûr, mais c'est l'accès à la culture, c'est aussi un espace de détente. On vous a dit, on vous a remercié peut-être de la présence de votre lieu. On vous a dit vraiment, je ne connaissais pas votre initiative et c'était une bonne chose. Oui, on a eu beaucoup de bons retours. Des gens surpris peut-être? Oui, les habitants, premièrement, c'est vrai que c'est un projet où nous on est tourné quand même vers la musique, principalement. Après, il se passe d'autres choses, mais c'est vraiment un lieu culturel et musical, si on veut. Et bon, il y a quand même des habitants autour, donc à ciel ouvert, ça peut toujours un peu poser un petit peu problème avec les habitants. Et c'est vrai qu'on essaie de faire attention à ça maintenant depuis 4 ans. Et on arrive à trouver un petit équilibre justement avec les habitants du quartier, où en fait on leur propose aussi de venir faire leur propre activité. Donc il y a une dame un jour qui nous a proposé tout simplement de venir avec sa troupe. Ils font de la trompette, cornemuse et tout ça, donc ils vont venir en fait, tout simplement. Le but est un peu de ça aussi, c'est un quartier qui est très résidentiel là où on est, et on peut inviter les gens à venir y faire un peu ce qu'ils veulent. Très bien. Il n'y a pas de politique là-dessus. Ce qui est nouveau, c'est la notion d'urbanisme transitoire, c'est de considérer qu'on peut donner un usage transitoire, parce que c'est le cas de la friche Lucien, un équipement, un espace sur lequel il y a un projet, mais parce que souvent quand on est élu ou maire, on a des projets court, moyen ou long terme. Et l'idée, c'est de se dire comment on réinvestit l'espace public de manière un peu transitoire. Et le travail qu'a fait le collectif Lucien en lien avec la SNCF Immobilier, c'est un sujet qui nous intéresse nous, parce qu'on se pose la même question sur la destination de la gare dans le quartier Blain à côté. Et l'idée, c'est, en tout cas moi j'ai demandé à mes services d'y réfléchir, on a aussi la SNCF Immobilier autour de la table, de réfléchir à cette notion d'urbanisme transitoire et de porter un projet ici à Elbeuf, qui n'est pas un projet concurrent, qui est un projet qui fait écho au collectif Lucien sur des temps peut-être qui seront complètement différents. Là, c'est une gare en dur, qui est un bâtiment. Donc on réfléchit avec les mêmes interlocuteurs que le collectif Lucien à donner une vie à ce bâtiment qui appartient à la SNCF et qui fait écho et pour lequel aujourd'hui on est en phase de réflexion. C'est important de s'appuyer sur ces besoins. On réfléchit de manière différente aujourd'hui, je trouve, sur l'espace public, la question de la marchabilité, l'espace public et des modes doux, la réappropriation des places, des agoras, des endroits où on se rencontre, où on parle, où on discute, où on se pose, où on écoute de la musique, où on fait du sport. Le sport en plein air se développe aussi de plus en plus en dehors des salles. Et vraiment, c'est une notion un peu différente. Et moi, je considère que les élus doivent s'approprier et accompagner cette évolution. Donc, c'est en tout cas comme ça que je souhaite penser ce périmètre-là. Bien sûr.
On avait un commentaire d'Antoine qui nous parle du projet République et qui nous dit c'est un très beau projet pour les Elbeviens. Preuve que peut-être que voilà, ce projet trouve écho auprès des habitants d'Elbeuf. Justement, on parle d'associer à un moment donné les habitants à ces projets-là. C'est important et là je m'adresse à vous deux, d'associer la population du quartier, de la ville, justement à ce projet pour qu'ils investissent. Dans le périmètre qu'on évoque aujourd'hui, le périmètre République, on va créer une maison du projet, une maison citoyen. On n'a pas encore trouvé la terminologie exacte pour que vraiment chacun et chacune puisse s'emparer du projet, apporter aussi sa contribution. Les associations, les habitants qui souhaitent nous accompagner. On s'est appuyé dans le diagnostic, parce qu'on est parti d'un diagnostic pour transformer ce quartier, sur le conseil citoyen, qui a été mis en place ici à Elbeuf depuis déjà plusieurs années, et qui travaille avec nous au quotidien. Donc, ils sont l'émanation aussi des habitants de la ville. Parce que ce que je souhaite, c'est que ce ne soit pas forcément que les habitants du quartier qui travaillent, mais les habitants de la ville. Voilà. Bien sûr. Et on est dans une phase de travail et de dialogue permanente avec ce conseil citoyen. Et à terme, d'ici quelques mois, j'élargirai ce cercle de réflexion pour présenter le projet, bien évidemment, et puis le confronter aussi, même si ça a été fait aussi précédemment, mais je souhaite continuer l'exercice au fil de l'eau, parce que c'est un projet à long terme, donc il faut sans cesse se réinterroger. Je souhaite le confronter aux habitants. Mais c'est important à un moment donné de se poser les bonnes questions et d'élargir justement ce cercle. Si on pense un petit peu trop cloisonné, peut-être qu'on va trouver quelque chose de satisfaisant pour soi, et pas pour les personnes qui seront autour. Et au final, peut-être que le projet va couler de lui-même parce qu'il n'aura pas trouvé son public. Oui, complètement. Et c'est aussi la question de lassitude, en fait, de renouvellement qui est importante. Nous, on a cette chance-là avec la SNCF aussi, c'est qu'on fait contrat après contrat. On ne peut pas y aller pour 10 ans parce qu'il y a aussi des projets derrière, la future gare, etc. Donc la SNCF ne peut pas se lancer indéfinitivement avec nous, évidemment. Et c'est un peu une chance au final, ce qui nous permet de nous renouveler d'année en année, de changer de lieu, de changer de site, les aménagements et les activités qui s'y passent. Et c'est vrai que ça, les gens apprécient énormément parce qu'au final, ils redécouvrent à nouveau à chaque fois un lieu différent. Et c'est vrai que, alors sur des lieux fixes, c'est un peu différent, mais je pense qu'il faut faire attention à cette espèce de lassitude au final, où on vient une fois, 2 fois, 3 fois, c'est un peu la même chose, et finalement on n'y vient plus, parce qu'on a vu. Et c'est ça. Donc il faut réussir à montrer un dynamisme assez différent aussi des activités classiques pour attirer les gens et justement les faire participer, parce que s'ils n'ont plus envie de venir, parce qu'ils ont vu que c'était un peu tout le temps la même chose, ils n'en feront plus partie. Bien sûr. Ça, c'est un peu dur. Bien sûr. Et justement, quel type d'activité vous proposez actuellement à la Friche Lucien? Alors, donc comme je le disais, nous c'est principalement musique. Donc on est ouvert en fait du mercredi au dimanche, donc 5 jours par semaine. D'accord. Avec le concert le vendredi. Donc là vraiment concert acoustique, instrumental du moins. Et le samedi en fait est resté l'entité parenthèse des années précédentes. Donc là où c'est vraiment musique électronique toute la journée. Après, il va y avoir plein d'activités, donc ça va du cirque justement à la pétanque, au tournoi de pétanque qui vont bientôt être mis en place, à du yoga, des cours. On a fait aussi des cours de cuisine, cours de pâtisserie, tatouage. En fait, on a essayé de créer un espèce de mini village dans la ville justement où on est un peu indépendant parce qu'on n'entend pas la ville, on la voit pas vraiment justement vu qu'on est sur une grande friche industrielle, il y a 5 hectares d'exploitation. Justement, est-ce que c'est pas compliqué à un moment donné avec cet emplacement qui se veut peut-être un petit peu en bordure ou un petit peu hors... Au début ça a été compliqué et puis surtout en fait, alors pourquoi le comment du pourquoi je sais pas, mais les gens de rive droite disaient non, il faut traverser le pont. Ça je pense que ça a toujours été... c'est les classiques, même à Paris il y a ces mêmes préoccupations, mais c'est vrai qu'en fait maintenant, une fois que les gens ont pris l'habitude, les gens viennent, c'est pas loin, c'est 5 minutes. Moi j'habite très droite, je travaille très gauche, je marche 5 minutes le matin et j'y suis. Ça c'est assez agréable justement. Si c'est quelque chose qui nous plaît, on va forcément se déplacer. Si c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, même si c'est à côté de chez nous, on s'y retrouvera pas.
Monsieur le maire, vous évoquiez la question de l'agora, donc l'agora, la place publique, l'endroit où on va se rencontrer. Est-ce que c'est ça aussi qui peut définir un tiers-lieu? Peut-être qu'à la fin de cette émission, on va donner une définition complète du tiers-lieu, mais je trouve que l'agora, la place publique, là où on vient se rencontrer et partager, on vous parlez de mini-village même à En fait, l'intérieur. on a un espace, nous, qu'on a appelé l'agora, D'accord. qui est l'espace central, qui est une structure de un peu plus de 300 mètres carrés en échafaudage, complètement couverte. Et c'est vrai qu'on l'a appelé l'agora dans le projet. Et en fait, elle a la fonction de scène le vendredi et le samedi, alors qu'ils sont en plus deux scènes différentes, mais également celle de vide-dressing géante, de vente de plantes aussi, d'ateliers de graphes, des initiations. Enfin, voilà, c'est un peu l'espace central, justement, à la vie de tout le monde. Elle est entièrement transparente vu qu'elle est en échafaudage. Et en fait, c'est un peu la vie de tout le monde, justement, et les gens ont cette curiosité d'aller voir, de demander, de se poser les questions et d'échanger ensemble. C'est un peu le but. Ouais. Et ça fonctionne. Enfin, du coup, ça peut peut-être donner des idées ou du moins des visions. Est-ce que ça fonctionne, le fait de mettre des gens de différentes générations? Est-ce que même s'ils viennent, ils se parlent, ils se rencontrent? Est-ce qu'ils discutent? Comment ça se passe? Je pense, non, alors après moi je n'ai pas le temps de parler à tout le monde sur le site, mais je pense que oui. Après il y a beaucoup de curieux aussi, donc qui viennent seulement de passage, peut-être la première fois, qui reviennent après une deuxième fois. Ça demande du temps pour investir un lieu. C'est un peu ça, mais je pense que oui, il y a pas mal d'échanges entre voisins, d'une table à l'autre, dans un cours ou autre. Ça a l'air de plutôt bien marcher, oui. C'est plutôt positif. On a une autre question aussi dans les commentaires de Lucie qui nous dit: et pourquoi pas un parcours sauté agré? Donc c'est... Ah non, on me dit... Pardon. Santé, pardon. Moi j'étais sur les agrès, la gym, les poutres. Non, santé pour les personnes âgées. Donc est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable autour de ce projet ou alors en dehors de ce projet? Dans le périmètre, on n'a pas identifié de parcours santé, parce qu'on a fait le choix d'en créer, et j'invite la personne qui souhaite en faire à venir par exemple à la Cerisay dans quelques mois, où effectivement sur le site de la Cerisay, on va créer un skatepark très prochainement et un espace de parcours santé justement. Je dois évoquer ça dans un prochain Facebook Live, où l'idée c'est pareil, c'est de permettre à des personnes de s'approprier l'espace public de manière un peu différenciée. On fait du sport plus en salle. Il y a effectivement des salles de sport sur la ville, mais il y a des personnes qui ne souhaitent pas forcément y aller et faire ça de manière un peu autonome. Donc on va leur offrir cette possibilité. Mais très clairement sur le périmètre identifié, on a la proximité du jardin La Source, et le projet que j'évoquais à la Cerisay, c'est pas ici qu'on va faire un parcours santé. Oui, mais c'est forcément, à un moment donné, il faut que les activités trouvent leur place dans l'environnement. On ne va pas imaginer une activité qui collerait pas à cet environnement-là. Je ne connais pas précisément le besoin de la personne qui me pose la question, mais on va créer un espace associatif aussi à l'intérieur de ce périmètre-là. Donc on peut tout à fait imaginer avec un partenaire, club sportif ou association qui travaille avec la ville, d'imaginer que cet espace puisse accueillir de manière temporaire ou régulière des animations sport-santé. Voilà. Donc le projet est à construire. L'espace, on sait qu'on a besoin d'avoir un espace comme celui-là ici. Après, ce qu'il y aura dedans, moi je suis ouvert à toutes les propositions, le champ des possibles est ouvert. Voilà. Ici, on peut réfléchir de manière collective et donner corps aux envies. C'est important, c'est un appel aussi à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous regarderont après. On est à l'étape du projet, toutes les réflexions sont bonnes, le projet évolue au fil du temps. Si on a des remarques, des propositions à faire, si on souhaite s'investir justement dans ce projet, c'est possible. Oui, c'est possible. On a la boîte. Maintenant, il faut qu'on travaille ensemble à ce qu'on va y mettre à l'intérieur. Mais effectivement, c'est cette idée, on a la boîte, on va démolir, très clairement, on va réhabiliter et on va construire du neuf. Voilà. Donc cette boîte, on l'a identifiée. Maintenant, c'est le contenu. On va avoir besoin de partenaires, on va avoir besoin de toutes les énergies pour transformer cette entrée de ville et ce quartier. C'est important, c'est un beau projet. Je pense qu'il va être mené dans... Voilà, on ne parle pas de mois, mais plutôt dans les années à venir. C'est un projet qui, on disait, peut prendre du temps, mais qui... Le calendrier qu'on s'est fixé, c'est entre 5 et 7 ans. Oui. Donc avec un démarrage d'ici 9 ou 10 mois. Très bien.
Donc voilà, on a encore 9-10 mois pour faire des propositions, pour voilà, amender, proposer, s'investir dans ce projet. Donc on vous invite, hein, vous qui nous regardez, à justement soumettre vos propositions dans les commentaires ou directement auprès de la mairie d'Elbeuf. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question sur l'urbanisme, la réhabilitation, les aménagements et aussi ces grandes évolutions que sont les tiers-lieux. Il faut en parler, on en entend beaucoup parler et c'est important qu'une ville, que des collectifs s'en saisissent et puissent proposer ce type d'endroit aux habitants. On voit le succès que ça peut obtenir, preuve quand même que ça répond à un besoin. Et si on peut le faire en plus en réhabilitant du patrimoine industriel ou pas, mais en s'appuyant vraiment sur les ressources naturelles, locales, c'est vraiment un plus. On n'a plus qu'à se retrouver dans 5-7 ans pour voir l'émergence du projet Quartier République. Donc, écoutez, je vous remercie à vous deux d'avoir participé à ce live sur l'urbanisme, on le disait. Et puis on se retrouve le mois prochain sur une thématique peut-être sport et santé. On verra comment le programme qui sera donné. En tout cas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau live. Et puis on se dit à très vite.